qui ont conservé les gestes et qui sont retranscrits au niveau du public sous forme de démonstration. Nous avons également aussi, vous pouvez, voilà, donc là vous avez le musée du verre à Trélon, vous voyez donc Jean-Baptiste qui est un de mes verriers. Donc à côté de ces gestes dont nous témoignons sous la forme de démonstration devant le public, on a également une production. C'est-à-dire l'écomusée de la Vénois est un musée où on fait encore des choses par nos techniciens qui sont ensuite vendus dans les boutiques de l'écomusée. Donc là, vous voyez par exemple l'atelier du musée des Bois Jolis à Fellery. Donc démonstration de savoir-faire lors des visites. Nous proposons également des stages de pratique verrière en particulier. Nous avons aussi, voilà, historiquement, un attachement à organiser des fêtes traditionnelles qui sont vraiment à l'historique, j'allais dire, de la construction de l'écomusée. Donc, comme par exemple au niveau de la maison du Bois Joli, on a la fameuse fête du cidre qui, chaque année, en fait, on essaye maintenant de la spécialiser autour d'une thématique. Donc ça, c'est ce qu'on sait faire. C'est depuis 1980, c'est ce que l'écomusée de la Vénois propose. Vraiment, j'allais dire, une programmation et une politique d'études et de recherche qui peut être des plus classiques, on va dire, en termes d'écomusée, musée de société. Comme tout écomusée, enfin comme pas mal d'écomusées en France, depuis quand même quelques années, les écomusées rencontrent une difficulté, on va dire une crise d'identité, où il y a eu une nécessité pour nous de nous repositionner. Effectivement, quand on reprend la définition des écomusées, définie par Georges-Henri Rivière, si je réduis grandement les choses, c'est on étudie, l'écomusée n'étudie pas forcément l'objet, mais étudie l'habitant sur son territoire. C'est le sujet d'étude de l'écomusée. Alors, première question qui se pose, quelle est la délimitation du territoire ? Aujourd'hui, à l'heure justement d'une forme d'uniformisation, de mondialisation, de rapprochement par les nouvelles technologies en particulier, qu'est-ce qui définit le territoire ? Quand je vous parlais en introduction que l'écomusée a été jusqu'à 7 antennes, c'est qu'on témoignait des gestes traditionnels comme ceux qui sont encore actuels au niveau de l'écomusée. On a eu aussi une antenne autour de la pierre bleue, mais on a aussi une antenne sur le patrimoine religieux d'un village. Donc, il y a eu une nécessité à un moment de savoir, mais jusqu'où on va en revenant justement donc à cette problématique du territoire. Aussi, qu'est-ce qui fait l'identité de la Vénois ? Nos domaines propres, ceux que je vous ai cités, le verre, le textile, le bois, le paysage, on est sur des savoir-faire. Des savoir-faire qui ont forgé ce territoire de la Vénois, qui ne sont plus forcément présents maintenant. Au niveau du textile à Fourmies, il n'y a plus du tout d'entreprise textile. Le contexte, on va dire, de Fourmies, en termes d'emploi, on est à 34% de chômage. Donc, le musée du textile, dans une ancienne usine, avec la cheminée, tout ce que vous pouvez vraiment, très représentative, on témoigne d'un travail qui n'existe plus dans la ville. Donc, en 2012, il y a eu une nécessité justement de repositionner un petit peu l'écomusée de la Vénois et créer une identité, rendre plus visible la structure. Et ce qu'il a été décidé, c'est de prendre une thématique globale pour l'ensemble des 4 sites. Cette thématique, ça a été simplement celle du travail. Alors, on peut passer, voilà, prendre une petite touche d'humour. Donc, en 2012, l'écomusée de la Vénois choisit la thématique élargie du travail comme axe structurant et identitaire pour ces 4 sites, reflétant par la même occasion à la fois l'histoire, mais aussi, et c'est ce qu'on souhaite, et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, l'actualité de son territoire. L'écomusée de la Vénois, comme pas mal effectivement d'écomusées, si à un moment l'écomusée a souhaité témoigner de son contemporain, c'est-à-dire qu'en 1980, on a souhaité conserver ce qu'il y avait à cette époque, c'est-à-dire qu'on regardait le contemporain et on essayait de le conserver, par la suite, on n'a plus suivi, j'allais dire, cette approche-là.
C'est-à-dire qu'au niveau de nos collections, on a essentiellement des objets du 19e, 20e siècle, aller jusqu'aux années 50. Par exemple, on a des machines textiles jusqu'aux années 50-60, mais pas au-delà. Donc c'était dit que la définition même de l'écomusée, qui était de témoigner aussi d'une forme de contemporain à l'époque de la volonté de conservation du patrimoine industriel, on l'a plus suivi par la suite. Et pour le coup, on est tombé dans une forme de nostalgie, voire de passéisme, en termes justement de témoignage des métiers que nous montrons. C'est-à-dire que le travail de l'ouvrier textile, le travail du verrier, voilà, ce sont des travails manuels qui sont bien loin de notre réalité aujourd'hui du travail. Et voilà, donc on a une idée comme ça un petit peu de nostalgie. Donc, à partir de 2012, on a vraiment essayé de réfléchir justement sur l'écomusée de l'Avesnois, ce que nous montrons, c'est-à-dire ces savoir-faire, quelles sont leurs contemporanéités, qu'est-ce que veut dire travailler le verre aujourd'hui, le temps qu'on passe, enfin le temps du travail, qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui. Donc cette thématique du travail, elle englobe ces 4 sites. L'orientation avant tout muséale, avant tout aussi artistique, avec une ouverture sur l'actualité, avec une ouverture sur les formes artistiques contemporaines, pour justement une réflexion transversale, événementielle et inédite du thème. Aujourd'hui, quand on voit, encore une fois, je raccourcis volontairement la définition de l'écomusée par Georges-Henri Rivière, c'était 3 grands thèmes. Le conservatoire, ça c'est bon, on est en plein dedans nous. L'école, ça, il n'y a pas de souci, on accueille, on transmet, il n'y a pas de souci. Et il y avait le laboratoire. Et je l'ai un petit peu transformé, mais cette idée du laboratoire, que l'écomusée peut être une structure laboratoire autour pour nous de la thématique du travail aujourd'hui, c'est ça qu'on souhaite mettre en œuvre. Et donc pour le coup, je vais vous montrer très rapidement quelques exemples. Peut-être. Ah bah ça. Bon. Bah, je vais vous laisser découvrir la vidéo. Alors, ce que je vous ai montré ici, c'est l'exposition qu'on a réalisée l'année dernière, avec une ouverture sur la création contemporaine. L'idée était de questionner donc les métiers que nous témoignons par le biais des artistes. Donc, la vidéo que vous voyez, c'est l'installation de la pièce que vous avez ici. C'est un papier peint de à peu près 20 mètres de long, qui est situé en plein cœur du parc Machine, qui a été réalisé par une jeune artiste française, mais qui vit à Bruxelles, Alice Pilastre. Et qui est une forme, j'allais dire, de renouveau en termes de muséographie, c'est-à-dire apporter le contemporain dans cet espace Machine, et surtout le regard de l'artiste sur notre propre muséographie. Ce qu'elle a réalisé, en fait, simplement, voilà, vous avez une partie avec un groupe, elle a repris en fait une photo qui est issue de notre parcours permanent, voilà, ici, d'ouvriers en grève devant leur usine, qui date de 1936, et qu'elle a mis en lien, mais là on ne le voit pas puisque la machine le cache, d'un article, le dernier article du règlement intérieur de l'usine. Et sa technique, c'est du papier peint qu'est les fils. Donc le lien avec la filature, il est là. D'où ce que vous voyez sur la vidéo, quand elle voulait la tirer, en fait, elle tire le fil du papier peint. Et vous voyez au niveau ici, voilà, là vous avez le reste des fils, voilà, qu'elle a tiré. Pour nous, l'apport de la création contemporaine permet justement d'avoir, comment dire, une réflexion transversale, une réflexion différente. Les expositions ethnographiques, les expositions historiques, on sait faire, on a fait et on poursuivra de le faire. Là n'est pas la question. Mais l'idée était pour nous de, les questionnements que nous avions, nous, en interne, on souhaitait, j'allais dire, les transplanter, les transposer vers des personnalités extérieures que sont les artistes. Donc, les créations, là, l'idée, c'était de rejouer l'espace muséographique du parc Machine. Ensuite, toujours dans les contaminations, Yoon Kyung Kim, qui a rejoué, j'allais dire, la démonstration d'un savoir-faire, donc qui est verrier. Elle a travaillé avec les techniciens de l'atelier du verre pour produire cette pièce. Là, vous avez une vue de l'atelier musée du verre et de son exposition. La création contemporaine aussi, vous pouvez passer, qui est présente. Donc là, c'est l'exposition que nous avons actuellement, l'Herbier à la Maison du Bocage, sous la forme donc d'invitation d'artistes
à réfléchir sur les gestes que nous témoignons. On a mis en place cette année aussi un programme de résidence d'artistes, où l'artiste que vous voyez là, c'est Frédéric Fourdinier, qui va travailler, donc résidence à la fois de création, autour du patrimoine agricole de l'Avesnois, puisqu'on est un paysage de bocage. Hein. Et il va faire tout un projet autour du pain et du travail du pain, de la céréale. On va ouvrir aussi, ce qui est en cours, donc un festival qu'on a intitulé Prolétarium, autour du travail, création contemporaine et travail. Donc là, je vous invite, hein, ce week-end, dans le cadre de la Nuit des musées. On a une programmation du vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi. Vous pouvez passer. Donc là, vous savez le programme. Donc là, vous voyez l'exposition. Ou même chose, donc là, vous avez de nouveau la muséographie du MTVS avec des pièces. Là, de Thomas Jorion, donc photographie au sein des espaces. Vous pouvez y aller pour aller plus vite. Voilà, donc là, bon, ça, c'est les lettres de Julien Prévieux. Donc, je vais essayer d'aller vite. Hein. Donc, première approche, nous, pour re-questionner les gestes et les métiers que nous témoignons, c'est savoir-faire, c'est par le biais de la création contemporaine. Le deuxième, c'est savoir-faire et nouvelles technologies, ce que j'ai intitulé, voilà, avec un peu d'humour, Homo Faber 2.0. C'est de quoi on parle. Nous, les métiers que nous témoignons, le travail que nous témoignons, c'est un travail manuel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez de nouveau une réappropriation. Les artistes l'ont fait par le biais de la céramique, le verre, etc. Donc ça, on en a parlé précédemment. Mais on voit que Monsieur Tout-le-Monde, le retour au faire soi-même est important. Et par le biais des nouvelles technologies, maintenant, bon, voilà, on ne fait pas forcément du scrapbooking, mais on fait des bidouilles avec 2-3 fils électriques. D'où l'idée du Fab Lab. Donc, on va, voilà. Alors, et pour nous, c'est complètement dans la continuité, justement, de ce témoignage du travail fait main, mais à l'heure d'aujourd'hui. On a actuellement, alors on est vraiment plus que dans les prémices, on est en train d'étudier un projet qu'on a intitulé le LEM, le Laboratoire d'expérimentation muséale, où l'idée est de, faire un lien entre savoir-faire, nos métiers, nos gestes traditionnels et les nouvelles technologies. Comment l'un et l'autre peuvent s'articuler. Quand vous voyez l'intérieur de Fab Lab, j'en ai découvert un il n'y a pas si longtemps en plus, les imprimantes 3D. J'ai découvert aussi qu'il y avait des tours à bois numériques. Nous, on a des techniciens qui savent travailler le bois de manière artisanale. Et il y a la technologie actuelle, donc le travail actuel, remplace, ou du moins essaye de reprendre le geste artisanal. Donc l'idée de ce LEM, c'est ça, c'est vraiment questionner nos savoir-faire artisanaux, traditionnels, je ne sais pas trop comment dire ça, et les nouvelles technologies. Et la première, expérience que nous avons fait, et je terminerai là-dessus, c'est Muséomix. Je ne sais pas si... Muséomix, en fait, il y a eu une expérience Muséomix au Louvre-Lens l'année dernière, au mois de novembre. Donc, ce sont des prototypes, en fait, de médiation qui lient les nouvelles technologies. Donc, nous, on a participé à Muséomix et on a, pour certains prototypes, on les a intégrés dans notre parcours permanent. Donc, notre implication dans Muséomix a été la première action de préfiguration de ce projet LEM, qui a véritablement deux biais, c'est-à-dire vraiment ce lien entre artisanat, on préfère métier d'art, hein, ça fait plus glamour que artisanat. Donc artisanat, nouvelles technologies, et aussi tout ce qui a trait au métier du musée, que ce soit la médiation, mais aussi la conservation et nouvelles technologies. Et Muséomix a été dans ce sens. Et je pense que c'est fini. Voilà, merci. Donc une présentation complète donc, de l'activité de l'écomusée et de son futur. On va passer avec vous, avec Procitech et Michel Taquins. Bonjour. Bonjour. Donc vous allez nous présenter le réseau Procitech, c'est ça ? Oui. Présenter rapidement Procitech, mais surtout répondre finalement à la question de la table ronde, les pourquoi et comment sauvegarder cette mémoire industrielle. C'est ce que l'on s'attache à faire en effet au niveau de Procitech. Alors Procitech, c'est une association
régional, donc le territoire c'est le Nord-Pas-de-Calais, qui est né dans les années 80, qui a un deadline aujourd'hui, c'est Patrimoine et Mémoire des métiers, et Procitec, c'est un nom un peu barbare, qui est la contraction à l'origine de Promotion des sciences et techniques. Donc c'est né dans les années 80, issu ou créé par des chefs d'entreprise, des ingénieurs à l'origine, et au fil du temps, je raccourcis l'histoire, au fil du temps, nos missions se sont axées sur la mise en valeur, la préservation, pardon, et la mise en valeur du patrimoine industriel et de la mémoire des métiers, d'où le titre aujourd'hui de Procitec. On n'a pas de collection. On travaille sur un réseau d'une 50aine de structures. Alors structures, on va simplifier, de musées avec beaucoup de guillemets, de musées au sens large du terme, qui œuvrent au quotidien sur le Nord-Pas-de-Calais autour de la mémoire des métiers. On l'a dit tout à l'heure en séance plénière, le territoire du Nord-Pas-de-Calais est un territoire à l'histoire économique très, très importante, et donc dans ce réseau d'une 50aine de structures, eh bien, il y a des sites autour de la mine. Bien sûr, le WARD en fait partie historiquement, dans les premiers adhérents, je pense. Mais également, si je compare pas, si j'associe par exemple Petit, et petit n'est pas péjoratif, musée de la mine de Wany, par exemple. Dans le milieu textile, bien sûr, l'écomusée de Fourmies, mais également sont adhérents la Manufacture des Flandres de Roubaix ou la collection Tissutec de la piscine à Roubaix ou Caudry Calais, dont on a parlé tout à l'heure, mais également les domaines du verre, les domaines maritimes, avec le musée portuaire de Dunkerque, le domaine agroalimentaire, rural également, enfin toute l'économie d'hier et d'aujourd'hui sont représentées par ces structures adhérentes à Procitec. Et qu'est-ce que l'on fait? En fait, on les accompagne, je vais dire tout simplement, on les accompagne dans différentes actions qui peuvent répondre à comment préserver le patrimoine ou la mémoire industrielle. Alors, parler sur l'objectif, le pourquoi. Donc, deux actions, valorisation donc, du patrimoine industriel et ce réseau, l'animation de ce réseau. Dans la valorisation, par exemple, du patrimoine industriel, voilà des actions concrètes. La mise en place d'inventaires. Alors, un exemple à chaque fois parmi d'autres. On a mis en place en 2007-2008 plutôt, l'inventaire des cheminées industrielles du Nord, qu'on a mis après en ligne et qu'on a valorisé. On met en place donc des expositions. La prochaine, qui sera itinérante, bien sûr, c'est l'industrie pendant la Première Guerre mondiale. On n'échappe pas au centenaire. Des publications, ça c'est une avant-première au niveau de l'information. On est en train de mettre en place avec le Club Textile, donc certains adhérents du réseau, une publication qui s'intitulera sans aucun doute Des fibres et des zones promenades au cœur des collections textiles, c'est-à-dire valoriser ces collections qui sont conservées, qui sont valorisées, qui sont exposées, qui sont montrées sur la région. Des études de faisabilité. Alors là, on est en plein dans l'actualité également. On est en train de mettre en place une étude de faisabilité pour Tris-Saint-Léger sur un patrimoine dont on n'a pas parlé ce matin, ce qui est le patrimoine sidérurgique, qui n'est pas très glamour, je vous l'avoue, mais qui est très important, et il n'y a rien ou quasiment rien sur cette thématique-là en termes de valorisation. Et il y a peut-être une opportunité, l'avenir nous le dira, enfin, ou l'étude de faisabilité plutôt nous le dira. Donc là, on a recruté une chef de mission pour ça, actuellement. Et puis, on est en train de travailler également sur la mémoire orale, sur une collecte. Alors, c'est surtout pas la mode, parce que les modes passent. C'est surtout une urgence, surtout. C'est pas André Dubuc que je vais dire ça. Cette mémoire orale, avec des pistes envisagées de mise en action. Des visites d'entreprise, ça c'est banal, je dirais, mais on en fait. Et puis on valorise également une fois par année des trophées de l'industrie dans le cadre de la Société industrielle du Nord de la France. Et puis,
surtout dans ces actions de valorisation, comment aider à cette valorisation du patrimoine. On anime donc ce réseau Prositech si on utilise des verbes, pour réunir, pour accompagner, je le disais tout à l'heure, pour fédérer et pour communiquer. Réunir ses adhérents, je ne vais pas revenir sur ce réseau, là, une cinquantaine de musées, j'aurais dû mettre des guillemets. Déjà, notre première action, c'est de les réunir, hein, de les faire se rencontrer et de travailler ensemble, car comme vous le voyez, comme je l'ai écrit, on a des tailles très diverses, des statuts très diverses, entre eux, par exemple, je vais reprendre l'exemple de Leward ici, avec, je ne sais plus à combien aujourd'hui de salariés, et le musée de la mine, par exemple, de Wany, où ça ne fonctionne qu'avec du bénévolat. Et pourtant, ils sont dans un même réseau, et on voit qu'ils vont pouvoir, tous ces membres, tous ces adhérents vont pouvoir travailler ensemble. Donc, notre première mission a été déjà de les réunir, et régulièrement, on les réunit. On les accompagne avec des outils de montée en qualité. On est en train de mettre en place, ça si c'est de l'actualité, un inventaire en cloud commun, donc des collections du réseau, sur le volontariat. On est en train de mettre on a mis en place et on continue avec un partenariat avec l'Université d'Artois, des audits de montée en qualité que l'on propose aux structures. L'année dernière, on en a fait 5 avec notamment la Maison du Bocage, mais d'autres structures. C'est-à-dire, c'est un référentiel de 335 questions qui balayent toute la structure et que l'on livre ensuite aux structures adhérentes, gracieusement, pour permettre d'avoir simplement, comme tout audit, une vision extérieure, un œil, un regard extérieur, et essayer de faire montrer ce qu'on ne voit plus en interne. Et je le dis on, étant aussi co-directeur d'un site, d'une structure. On a mis en place il y a quelques années des fiches outils qui sont à disposition et qui balayent là aussi la muséologie, la conservation préventive, mais également les questions de budget, tout simplement, ou comment faire un budget prévisionnel. Pour certaines structures, petites structures bénévoles, c'est pas évident. Et puis des accompagnements de projets, Tri-Saint-Léger par exemple. Et puis pour terminer, on fédère également. Fédérer, là, c'est plus autour de projets communs. Par exemple, qui passent par de la communication. On édite tous les 2 ans un pass intersite, qui est pour beaucoup, qui est un guide, des guides rassemblant l'ensemble de nos adhérents, et qui est pour beaucoup le seul document édité à grande échelle, un peu plus de 70 000 exemplaires, que chaque site ne pourrait pas se payer. Je parle plutôt pour les petites et moyennes structures. On est Prositech loue, je dirais concrètement, pour être matériel, loue des espaces comme Atoissima, et on invite sur le volontariat là aussi, les structures qui souhaitent se montrer et animer le stand du réseau Prositech. Là encore, se payer, vous savez bien que payer un stand sur un salon, c'est impossible pour beaucoup de structures, même pour les plus grandes de plus en plus. Et là, en réseau, on peut se le permettre, en tout cas on le fait. Et puis chaque année, depuis 2010, là je vous ai mis que les 3 dernières années, on lance une thématique annuelle. Cette année, bien sûr, le centenaire avec l'opération Vivre en 14-18, où là encore, on dit à nos 50 membres, est-ce que vous voulez monter une opération, exposition, journée, etc., sur l'année, en l'occurrence 2014, proposez-nous votre action. Un comité de pilotage valide ou non, on a refusé déjà des choses, valide ou non l'opération, et ensuite nous, en tant que Prositech, en tant que pilote de projet, va chercher des financements, il faut être concret, des financements publics, privés, de plus en plus de mécénat, pour financer, je dirais globalement, une grosse partie de la communication. C'est un guide de visite que vous pourrez avoir en bas, une brochure, par exemple, de programme qui est distribué à un peu plus de 50 000 exemplaires. Il y a une soirée de lancement, etc. Donc là aussi, pour valoriser ce que fait au quotidien les structures. Et
J'insiste, un tout petit détail là-dessus. L'année dernière, c'était sur le patrimoine alimentaire, comme vous pouvez le voir avec l'opération Régalez-vous. L'année précédente, c'était sur des fibres et des hommes, donc sur le patrimoine textile. L'année prochaine, ça sera un peu plus festif. Après, vivre en 14-18, quand même pas très... un peu plus dur comme sujet. J'insiste là-dessus, et je crois que c'est un exemple de réussite de réseau, mais réussite, pas pour se jeter des fleurs, mais pour dire, voilà comment on peut valoriser des actions que les sites proposent, c'est que chaque année, on se rend compte que ce n'est pas une opération où les petites et moyennes structures vont répondre en disant l'opportunité, elle est là parce qu'on va avoir de la communication gratuite, on ne demande rien, strictement rien aux structures, sauf à faire leur propre animation, c'est tout. Et on se rend compte que ce n'est pas que les petites et moyennes structures, mais des grosses structures également répondent. Cette année, le WAP, je vais le reciter encore une nouvelle fois. L'année dernière, il y avait l'écomusée de fourmis avec Régalez-vous. Des fibres et des hommes, il y avait eu aussi la piscine, enfin la partie tissu tech qui y participait. Donc on se rend compte que certes, on s'adresse peut-être et surtout aux petites et moyennes structures pour les accompagner, mais, et ça me fait très plaisir, c'est en tant que responsable de structure, c'est que même, on se rend compte que des très grosses structures, des paquebots que sont le Ward, que sont le musée portuaire, etc., je veux dire, utilisent, mais c'est très bien dans le bon sens du terme, et participent. Ils font vivre aussi ce réseau. Donc ça, c'est important. C'est vraiment la force même du réseau, cette fédération, c'est pas une fédération, mais cette action, cette fédération de structures très, très diverses. Et puis la communication, elle est beaucoup plus classique, donc ça je vais aller très vite, sur comment mettre en valeur toutes les actions de sauvegarde du patrimoine industriel mises en place par le réseau, les sites internet, la lettre d'information, la page Facebook, les relations presse également. Et puis, c'est toujours par des réflexions partagées, il y a toujours des comités de pilotage, des questionnaires, des choix de thèmes. On ne fait pas, nous, Prositech, et puis on impose, entre guillemets, ça ne marcherait pas de toute façon aux structures. Les choix des thèmes annuels se font aussi toujours en commun. Et enfin, l'avantage d'un réseau, c'est simple, mutualiser les moyens, travailler en équipe, mais aussi, surtout, ça je le vois de plus en plus, définir son propre projet, le propre projet de sa structure, avoir un autre regard parce qu'on va les voir, on rencontre les autres, et c'est là qu'on va piocher des idées aussi, on n'invente rien, et puis augmenter sa visibilité, bien sûr. Ça ne résout pas du tout les problèmes, pour les structures plutôt associatives, ça ne résout pas les problèmes de pérennisation des associations, ça ne résout pas les problèmes de fonctionnement, bien sûr, mais c'est quoi l'avenir? C'est peut-être encore plus de transversalité dans les réseaux. Un exemple, et j'en terminerai là, un exemple cette année, pour vivre en 14-18, eh bien, on a croisé avec un autre réseau en termes de communication, c'est tout simple, ça n'a rien coûté ni à Prositech, ni finalement à l'Association des conservateurs du Nord-Pas-de-Calais, avec l'opération Guerres et Paix, où en fait on a communiqué on a communiqué en commun, c'est-à-dire que dans notre brochure Vivre en 14-18, il y a une toute petite publicité sur 2 pages sur Guerres et Paix, et dans la brochure Guerres et Paix, il y a beaucoup de pages, je vous remercie, sur l'opération Vivre en 14-18, donc des musées, enfin un réseau, on va dire plutôt beaux-arts, au sens large du terme, je vais faire des raccourcis, c'est pas très heureux, mais il y a un réseau plutôt patrimoine industriel, peuvent se croiser, et je crois que là, tout le monde a y gagné, en tout cas, quand on est intelligent, on se rend compte qu'en effet, on y gagne tous, et c'est peut-être un avenir de croiser encore plus les réseaux pour simplement, et je terminerai là-dessus, pour simplement, on ne fait que mettre en valeur ce que les structures font au quotidien, comme disait André Dubuc, la main dans le cambouis, ou dans la terre, ou dans le feu, ou enfin, voilà, pour certains. On ne fait que mettre un coup de projecteur là-dessus, rien d'autre, on ne fabrique rien, on amène la lumière. Voilà. Merci. Donc on va passer. Prositech est venu en force aujourd'hui. On va passer rapidement à la contre-allée avec Benoît Véril.
et notamment la spécificité donc, de la Contralée d'avoir mis en place des résidences dans son quartier d'implantation, qui est le quartier industriel de l'Île-Five, à Lille, et d'avoir invité donc chaque année des auteurs et autres artistes à venir travailler sur ce quartier. Donc, la maison d'édition La Contralée existe depuis 2008. 2008 est le premier ouvrage publié en septembre 2008, une sorte d'ouvrage polyphonique, comme ça, qui était aussi le manifeste de la maison. Concrètement, nous nous inscrivons dans une thématique mémoire et société, et la ligne éditoriale questionne la place accordée aux individus au cœur des problématiques contemporaines. Si on prenait l'exemple des mutations urbaines, des aménagements urbains, comme c'est le cas ici, là on suit concrètement le chantier, la réalisation d'une place publique au cœur du quartier de Fives, qu'évoquait Tristan, donc l'endroit où nous sommes implantés. Et il était question finalement de donner la parole aux habitants, de voir un petit peu comment elles se projetaient à travers la réalisation de cette place, en disant qu'une place publique dans un quartier, c'était pas anodin. Si on menait la réalisation d'une place publique, c'est bien qu'il y avait une raison à cela. C'est peut-être un quartier muet jusque-là. C'est un quartier effectivement qui s'est structuré autour de plusieurs industries, entreprises, fermées depuis le début, pour la dernière en tout cas, Fifkai, depuis début des années 90. Donc un moment peut-être où il est possible de redonner la parole. On avait eu l'occasion de découvrir un travail, une enquête photographique qui suivait ce chantier en plusieurs points de vue. Vous voyez, 6 points de vue concrètement. Et c'était un petit peu l'occasion de se dire que nous regardons certainement tous la même chose, mais nous n'en avons pas la même interprétation. D'où la polyphonie dans cet ouvrage. Et aux habitants, on avait essayé de proposer une sorte d'effet miroir avec un point de vue d'auteur. Une série d'auteurs invités à se questionner sur la même problématique, les conséquences finalement des aménagements urbains, dans quelle mesure il sera possible ou il est possible pour les gens de participer de la réflexion à cet aménagement, en se disant naturellement que de toute façon l'endroit où nous vivons influe littéralement sur nos vies. Il est donc important que nous puissions nous arrêter un moment pour nous interroger sur là où nous vivons, mais surtout finalement vers de quelle façon les choses évoluent. Une année d'enquête, concrètement, pour réaliser cet ouvrage, et ça a créé un peu un terrain de confiance entre notre structure, la maison d'édition, et puis finalement tous les habitants de ce quartier, lors de la restitution de l'enquête, avec la parution de l'ouvrage, une exposition, un film, des concerts, des lectures chez l'habitant, des choses comme ça, une somme d'événements comme ça qui concrètement ont permis de tisser un minimum de liens. En perspective, il y avait l'idée de développer un programme de résidence d'écriture. Et on a enchaîné donc avec une résidence d'écriture en invitant Lucien Suel, un auteur que vous connaissez peut-être de la région. On a invité Lucien à investir ce quartier, à l'habiter pendant plusieurs mois, 3 à 4 mois. Et le temps de cette résidence, concrètement, était maillé d'une série de temps de rencontres chez l'habitant. Chez l'habitant, concrètement, se déroulaient des lectures musicales. On avait associé une musicienne à Lucien. Lectures musicales de textes en cours d'écriture, c'est-à-dire l'enquête de l'auteur in situ. Et les rencontres chez l'habitant, concrètement, permettaient aussi des temps de collecte. Les temps de collecte. Concrètement, vous voyez le principe de la fête des voisins. C'est tout à fait la même chose, à part qu'on propose un sujet d'intérêt commun, c'est l'environnement dans lequel nous évoluons. Les gens peuvent se rencontrer sans se connaître, il y a au moins un sujet sur lequel échanger, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple. Il y a aussi ce phénomène de lien entre les générations. À Fives, vous avez donc toute une population âgée aujourd'hui et qui peut tout à fait témoigner de son expérience au sein de Fifkai et des autres entreprises, mais vous avez aussi de nouveaux habitants qui investissent ce quartier, qui se demandent ce qu'il y a derrière les murs de l'enceinte Fifkai, concrètement 20 hectares au cœur du quartier. Vous ne pouvez pas traverser ce quartier, vous êtes obligé de faire le tour de l'enceinte de l'usine. C'est aujourd'hui un des chantiers, un des plans d'urbanisme importants en tout cas. On peut littéralement imaginer une ville dans la ville demain. Donc Lucien Suel s'est emparé de cette question-là. Et c'est cette question-là qui a traversé tout le temps de la résidence. Il a appréhendé ça
au regard de son goût personnel, c'est un grand amateur de Kerouac, c'est un marcheur, ça a proposé finalement, au final, un ouvrage de marcheur. Cet ouvrage de marcheur, c'est celui qui circule dans ce quartier, observe les briques, c'est vrai que finalement l'horizon que vous propose ce quartier, a questionné l'objet brique dans sa fonction parce que ça obstrue la vision, mais c'est aussi l'élément avec lequel vous pouvez construire. Il en a donc quasiment, ça a carrément inspiré l'architecture de son ouvrage. Et au fil du temps, très concrètement, le récit s'est construit sur les 4 mois de résidence et une dizaine de mois qui auront été nécessaires à Lucien Suel pour finaliser la forme. La publication, et donc concrètement, vous voyez, en débutant une résidence dans le courant de l'année 2009, on arrive sur la fin 2010 pour procéder à cette publication. On s'est dit que c'était peut-être pas tout à fait suffisant, on pouvait encore prolonger la démarche. Le livre existant, ça fait partie de notre cœur de métier. On est plutôt attaché au contenu, donc on a réfléchi à cette édition papier, bien sûr, à une édition sous format numérique, et puis on se questionnait sérieusement de la façon de faire vivre encore ce texte, d'entretenir ce texte en cultivant simultanément la question qui nous intéressait au préalable, c'est le débat public autour des aménagements publics, la façon dont les gens peuvent investir l'environnement dans lequel ils évoluent, vivent, et donc de mettre à disposition quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre facile avec ce texte à l'endroit qui en a vu la naissance. Très concrètement, Lucien Suel a cherché à se mettre dans les pas des ouvriers, des habitants de ce quartier à une époque. Aujourd'hui, ce qui est proposé avec cette application, c'est de vous mettre dans les pas de l'auteur, concrètement d'accompagner son regard sur les choses. Son regard qui est finalement formé lui aussi d'une somme de points de vue. Et donc cette application, aussi bien soit-elle géolocalisée, elle vous laisse une totale liberté d'appréhension de l'environnement. Je vous fais je ne sais pas dans quelle mesure vous voulez que je vous exprime la réalisation de cette application, la façon dont on a pu procéder pour faire cela, mais il a fallu très concrètement adapter le texte à ce nouveau média, ce nouveau support, procéder à de nouveaux enregistrements. Donc là, c'est l'auteur qu'on réinvite à produire l'enregistrement, et c'est donc l'auteur et la voix de l'auteur que vous entendez dans l'oreillette. On a invité un musicien à produire une forme contemporaine, musique concrète, très inspirée des sources sonores qui investissaient, ou dans lesquelles vous évoluez au milieu des années 30, 40, 50, 60 à l'île Fives. Aujourd'hui, vous avez un quartier a priori silencieux, hormis le bruit de la circulation. Si vous vous placez dans le contexte, c'était plutôt sonore comme quartier. Donc là, vous êtes, en vous baladant, un peu littéralement au cœur d'un voyage dans le temps. On parle d'une œuvre de fiction. Hein. Quand on parle d'une œuvre de fiction, c'est vraiment parce que c'est l'objet de notre édition. C'est effectivement, on va questionner des éléments de passé, mais on va chercher des clés de lecture à des problématiques contemporaines, et on va chercher une perspective. La perspective, pour nous, c'est la fiction. Avec cette application, on a pu redévelopper une somme de rencontres publiques, et aujourd'hui, on essaye d'aller un petit peu au-delà, en profitant des services d'un labo de chercheurs, Jericho, qui constitue des groupes d'études de cette application. Alors, très concrètement, imaginez un groupe d'enseignants, étudiants aussi d'ailleurs, d'enseignants, mais on fait un parcours avec ces enseignants et on essaye de construire des outils de transférabilité des savoirs, c'est-à-dire finalement tout ce que chacun pourra exploiter comme contenu pédagogique au sein de son métier. Des guides conférenciers, idem. Concrètement, c'est une étude qui a débuté en septembre 2014 avec le lancement de la première version de cette application, qui doit aboutir en septembre 2013, aboutir en septembre 2014, avec, on va dire, une version de cette application à peu près finalisée et disponible pour le plus grand nombre. Pour l'instant, vous l'avez il vous faut un iPhone concrètement pour pouvoir profiter de l'application. Demain, la technologie Android sera investie. Et donc voilà, concrètement, l'opportunité de créer de nouvelles rencontres, de nouveaux débats, au cœur d'un site qui, lui, est en mutation permanente, hein, puisqu'il est littéralement investi c'est le plan d'urbanisme concrètement en cours. Voilà. Quand vous faites cette balade, vous êtes dans un environnement uniquement littéraire.
Ce qui vous est proposé est sans image. On fait vraiment appel à la force, à l'évocation du texte. Par contre, il vous est proposé un accès ensuite à un site internet, qui lui est foncièrement documentaire, qui a été réalisé avec une structure qui est mémoire du travail, où là vous avez donc l'ensemble des informations contenues qui vous éclairent sur l'historique du lieu, le temps présent du lieu et les perspectives du lieu. Voilà un tout petit peu concrètement comment nous avons appréhendé cette histoire-là, comment s'inscrit littéralement la maison d'édition dans ce type de travaux. Là, concrètement, sur un point de vue local, ultra-local, nous ne cessons de traduire des ouvrages qui auraient la même portée, ne serait-ce que parce qu'il est très très difficile d'imaginer vivre à un endroit sans faire attention à ce qui se passe chez nos voisins. Et que c'est chez nos voisins, finalement, que pas mal de choses se décident et influent sur le cours de notre existence. Donc la maison d'édition travaille naturellement sur une veine de littérature française contemporaine, d'essais, d'entretiens, de documents, et étrangères, pareillement, essais, littérature en traduction. Voilà un tout petit peu de quoi vous situez la maison. D'accord. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Moi, dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que même si vous travaillez sur des territoires assez différents, avec la Contralée donc en milieu urbain, l'écomusée, on peut dire que c'est un milieu plutôt rural, et le réseau Procidec, vous avez les deux cas de figure, avec des musées situés en ville et des structures qui sont plus éloignées de la ville. On remarque quand même qu'il y a toujours une volonté de traduire la mémoire en évitant l'écueil de la nostalgie, qui est quand même un risque, notamment avec des métiers disparus, ce qui est le cas aussi à FIV, aussi puisque les usines ont fermé, et à l'écomusée, il n'y a plus de textiles et de souffleurs de verre, et dans le réseau Procitec, avec des savoirs qui ne sont plus des métiers, qui sont restés des savoir-faire. Et comment vous évitez donc l'écueil de la nostalgie, et comment, en évitant cet écueil, vous prenez soin vraiment de conserver la mémoire sans tomber dans le c'était mieux avant et tout un peu le piège qu'on peut croiser dans des projets de mémoire. Pour l'écomusée de l'Avesnois, en fait, bon, c'est une articulation de programmation et c'est une articulation d'objectifs au niveau de la structure. Les projets que je vous ai montrés là, c'est des projets vraiment que je classe d'un point de vue expérimentaux, laboratoires. Tout ce qui... Et ça doit venir justement en pendant avec une programmation ou du moins avec une recherche des études qui restent celui autour de la mémoire, celui autour du passé des sites. Mais pour moi, c'est important justement que d'articuler les deux, d'articuler véritablement ce qui a trait à la mémoire, à travers les collections que nous on peut avoir, mais les mettre aussi en perspective avec le contemporain et sous forme, par exemple, de partenariat. Soit c'est effectivement donc les gestes que nous témoignons, c'est l'invitation d'artistes pour créer un équilibre. On va ouvrir au mois de juin une exposition autour d'une collection de verreries à Trélon, verreries 19e, 20e siècle, et on travaille avec l'école d'art de Valenciennes pour apporter à la fois au niveau de la scéno et un workshop à partir parce qu'on a une mouklothèque, on a des moules qu'on a fait numériser par l'école d'art de Valenciennes, et on va rejouer en fait ces moules qui étaient à l'origine de la verrerie. Donc par des étudiants de design, voilà, il y a un repositionnement sur le design. On parlait justement en introduction, c'était très intéressant ce que Florence Haché-Leroy avait dit, quand elle parlait justement aussi au niveau du patrimoine industriel, au niveau des entreprises, elle parlait des laboratoires, elle parlait aussi de tout ce qui est la recherche en termes de forme, en termes les bureaux d'études, voilà. Ce projet-là d'exposition, on rejoue un petit peu le bureau d'études de la verrerie que Trélon possédait, par justement l'apport de l'école d'art de Valenciennes et de ses étudiants. Pour moi, c'est l'équilibre en fait, en termes de programmation. Donc la même démarche que Procitec, en réseau avec d'autres acteurs sur le territoire. Pour rebondir là-dessus, en effet, il y a souvent ce cliché entre mémoire industrielle, donc les musées, le passé, etc., j'en passe, c'est des meilleurs, et puis ce tourisme de découverte économique, ces entreprises.
malheureusement, il y a toujours cette tranchée là entre les deux. Et il ne faut pas oublier d'abord que le patrimoine de demain, il se fait là actuellement dans les labos, dans la R&D des entreprises, etc. Donc il y a quand même des liens, et puis la mémoire, elle est importante. Un exemple, on est, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en train d'écrire une étude de faisabilité sur alors, futur, hypothétique, potentiel lieu autour de la valorisation du patrimoine sidérurgique métallurgique, autour de tri. Alors, on ne veut, ça ne sera sûr, alors, il y aura beaucoup de conditionnels, mais si ce lieu émerge, il y a quand même des chances importantes. C'est surtout pas alors, je prends des clichés, c'est surtout pas un musée. De toute façon, il n'y a pas de collection, donc c'est plus simple. À la base, il y aura des collections qui sont en émergence, mais c'est surtout pas un musée. Mais c'est bien, et ça, dès le début, dès maintenant, avec des acteurs du monde économique, et pour pas citer, pour en citer une entreprise LME qui veut s'investir là-dessus, c'est montrer justement cette valeur du travail autour de la métallurgie, de la sidérurgie, et le potentiel pour demain, et montrer aux plus jeunes, et aux moins jeunes, mais surtout aux plus jeunes, ceux qui vont travailler demain et après-demain, c'est quoi le métier, c'est quoi cette filière, et qu'est-ce que ça va en devenir. Donc, et c'est assez amusant parce qu'on nous a appelé, on a fait appel à Procitech pour essayer d'écrire cette étude de faisabilité, alors qu'on est plutôt cliché, classé patrimoine et donc passé, etc. Alors que ce lieu, on le veut comme un lieu de valorisation, il faut inventer le terme, mais le titre, mais donc voilà, on est vraiment sur demain, et donc surtout pas de nostalgie, mais la notion de mémoire, elle est importante, parce que de toute façon, c'est comme dans un ordinateur, s'il n'y a pas de mémoire, votre ordinateur, c'est une belle boîte vide, et donc la mémoire, donc le passé, donc les racines, elles sont indispensables pour innover dans les laboratoires, en R&D. Elle est importante pour innover, pour se perfectionner, pour avancer. Sur la mémoire du textile, c'est l'idée aussi de le relier au CETI, plus ou moins. Hein. Voilà, si le CETI, le Centre européen de textile innovant, s'est implanté sur Roubaix-Tourcoing, c'est pas hasard. C'est parce qu'il y a eu un passé, parce qu'il y a une mémoire très importante, le peignage. Il faut relier le passé, etc. Donc il y a un passé. Le CETI, il n'a pas émergé comme ça, comme un ovni sur le territoire. Tout à fait. Ouais, alors, je la voyais venir cette question. Comment y répondre à chaque fois? Oui, je vous ai coupé. Pardon. En fait, ce qui aujourd'hui m'inquiète, c'est qu'en fait, à la fin des années 70, on a perdu beaucoup d'industrialisation. Les ingénieurs avaient 30-40 ans, aujourd'hui ils ont 60-70 ans. Et comme il n'y a pas eu comme il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de gestes se sont perdus. Alors, ce qui m'inquiète, comme ça, j'ai un peu de la philo, c'est moi j'ai peur qu'on nous transmette, qu'on crée des gestes nouveaux, qu'on ne fasse pas les gestes qu'on avait précédemment. C'est ça, la mutation d'aujourd'hui, c'est ce qui m'inquiète. Mais encore heureux qu'il y a des gestes qui se créent, je vais vous dire. Oui, non, mais Enfin, je pense que justement, au niveau bon, je reprends la parole, excusez-moi, mais au niveau de l'écomusée de la Vénoise, ce que je disais tout à l'heure aussi, que nous, on se positionne au niveau de la thématique du travail. Alors, c'est récent, 2 ans, bon, ça fait qu'1 an et demi que je suis à la direction, donc on met en place des choses de manière progressive et expérimentale. Cette idée du LEM, cette idée de ce laboratoire, les makerspaces, les Fab Labs, enfin tout ce que vous entendez, c'est des gestes nouveaux. Et pour moi, au niveau de l'écomusée, si on se place sur cette thématique du travail, on a à témoigner de ça, d'une manière ou d'une autre. Et comment on les met en perspective, justement, avec ce que vous disiez, c'est-à-dire nos métiers manuels que nous témoignons, qui est aussi un travail manuel. Enfin, quand vous tapez sur votre ordinateur, vous avez bien un contact avec l'outil. La canne du verrier, vous avez bien un contact avec manuel. Donc, on parle de l'outil, on parle du geste, on parle de... donc, pour moi, oui, il y a des gestes qui n'existent plus, enfin qui disparaissent, mais il y en a d'autres qui se créent. Et après, ça, c'est l'histoire, en fait.
L'idée n'est pas non plus de tout, enfin, trop conservateur non plus. Et cela, ça va de l'artisanat à l'industrie, je veux dire. Hein. C'est très vaste. Ouais. La réponse à la nostalgie. Oui, pour la contrarier, surtout dans le quartier de Fives, qui est un quartier... Ouais, mais du coup, il faut prendre un petit peu de distance. Je me suis dit comment répondre à ça. Et donc, je discutais dernièrement avec un auteur non publié, un auteur espagnol qui travaille sur les problématiques d'histoire et des républicains, qui s'inscrit dans un cadre de littérature qui est celle de la littérature de l'oubli, et qui est donc systématiquement confronté à cette problématique. Il est cantonné souvent à un auteur dit du passé. Et donc, il cherche aussi, lui, à s'extraire de cet a priori. Et il dit quelque chose, il a trouvé une réponse. Il a trouvé une réponse en convoquant Faulkner. Vous voyez, William Faulkner. Il dit ça, Faulkner. Le passé n'est pas passé. Le passé, c'est le présent. La mémoire, c'est le présent. La mémoire, c'est prendre le passé et le ramener au présent de façon complètement radicale. C'est simple, ça répond, il me semble, finalement à tout. On oublie. À partir de l'instant où on ne fait pas ça, on oublie évidemment ces gestes. Et la nostalgie, c'est évidemment l'oubli alors. Parce qu'on n'est plus du tout en prise avec le mouvement. Michel, vous pouvez me dire deux mots sur la liaison avec le musée de plein air, disons, et Procitec finalement. Parce que, non mais je veux dire, c'est amusant de travailler avec l'espace naturel métropolitain aussi. Alors, deux mots, Deux mots, oui, et après il y aura une dernière intervention de Monsieur Dubuc. Votre temps est... Ouais. Oui, alors c'est intéressant, je n'en ai pas parlé parce que c'était peut-être pas... Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. En effet, je co-dirige le musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq, donc sur 15 hectares, où l'idée c'est le remontage de bâtiments ruraux issus de la région Nord-Pas-de-Calais, donc que l'on démonte et que l'on remonte sur le territoire, comme l'écomusée d'Alsace par exemple. Alors là, on est complètement dans le passé, entre guillemets, au départ. C'est-à-dire qu'on démonte des bâtiments pour les sauvegarder. Une chaumière, par exemple, rurale de l'Avesnois, ou des Flandres plutôt, on est plus Flandre pour l'instant, dans les 27 bâtiments remontés, et qu'on réimplante dans un territoire factice. C'est le propre des musées de plein air. Mais aujourd'hui, et tous les musées de plein air dans le monde s'interrogent sur cette même problématique, comment faire le lien avec le présent. Et c'est alors une des pistes, par exemple, qu'on va développer dans le musée dans les 5 à 10 ans à venir, c'est finalement parler de, alors je fais des raccourcis, mais de l'éco-construction, parce que les murs en torchis du 19e siècle qu'on avait à foison dans nos campagnes, dans les Flandres notamment, eh bien on les retrouve comme matériaux de construction chez les architectes contemporains. Bon, c'est vraiment un raccourci, mais donc Là, les racines, on peut parler de racines pour un musée de plein air, les racines, je dirais, permettent de re-questionner ce qu'est aujourd'hui, par exemple, l'architecture, et l'architecture pas que rurale, l'architecture, point, c'est tout. Donc voilà, surtout pas... C'est un très bel surtout pas d'innovation et de sauvegarde. Hein. Voilà, surtout pas faire une barrière ou une tranchée. Hein, on est en 14, dans le centenaire, une tranchée entre les deux, le passé et demain. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde.